Quand vous êtes issu d'une famille modeste, il y a des situations qui obligent. Bien étant brillant à l'école, vous êtes obligé de suivre l'activité extrascolaire parce que c'est grâce à elle que vous serez sur un banc le mois prochain pour ne pas être envoyé. Ma maman vendait le pain. Elle vend 10 pains pour gagner un pain. Ça ne peut pas payer une Hmm. scolarité. Ça ne paye pas une scolarité. Elle se levait à 4 heures du matin pour partir dans les fours, prendre le pain, venir déposer à la mosquée pour vendre. 10 pains pour avoir un pain. Ça ne peut pas payer une scolarité. Avec 3 enfants aussi. Absolument pas. Donc, du coup, j'ai continué. Je reviens à l'école, il y a le pain qui reste. Parce que, tu sais, en Guinée, quand le pain reste, tu ne retournes pas au four. C'est toi qui perds. Donc, Bien c'est-à-dire sûr. quelqu'un qui vend 10 pains pour avoir un pain. Tu prends 50 pains, 15 pains restent. C'est comme si C'est de toi-même, la perte tu totale. dois, c'est-à-dire que tu dois même le boulanger, au fait. Bien, bien Est-ce que sûr. tu vois? Donc, je prenais ces Ouais. pains, au retour de l'école, je mettais sur ma tête, je partais vendre encore, maison à maison. Je Ouais. m'amusais, hein. Je partais dans les soirées, mais quand 4 heures revient, je pars au four. Je me croisais avec elle. Et j'ai pu agrandir. On a pu agrandir ce commerce et on a commencé à cultiver. Tant que moi, je ne comprends pas les cours, je ne blague pas dans un cours. Pour ceux qui me comprennent, pour ceux qui me connaissent, pardon. C'est-à-dire, tant que tu me vois serein dans le cours, sache que je n'ai pas compris. Et je ne laissais pas le prof passer tant que je n'ai pas compris. Ou bien, même si je le laissais passer, à la récréation, je le trouvais pour qu'il me fasse comprendre cette partie. Parce que je savais que je n'ai pas le même temps de récupération, ni le même temps de révision que mes autres coéquipiers, que mes autres collègues. Les amis de Donc, classe. mon objectif, mes amis de classe. Donc, notre priorité, mon cousin et moi, c'était de comprendre les cours en classe. Maintenant, on arrivait à concilier. Ce n'était pas comme si. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre émission. Parle-moi de ton parcours scolaire et de tes expériences professionnelles pour inspirer d'autres jeunes. Nous avons aujourd'hui comme l'invité de parcours, M. Mamadou Saliou Diallo. C'est pas Diaby, hein, c'est Diallo. Voilà, donc merci pour votre fidélité. Si vous venez de nous prendre en marche, au niveau du premier volet, nous avons expliqué comment M. Diallo s'est retrouvé à l'école et comment il a échoué à l'examen d'entrée en septième année pour le football, comment exactement il a perdu l'opportunité d'aller en Espagne pour jouer au football parce que c'était pas ce que voulait son papa. Et nous avons abordé également comment il s'est retrouvé en Guinée et jusqu'à comment il a quitté des 50e au premier de l'école. Alors, cette deuxième partie, nous allons également continuer sur cette lancée des questions et des réponses, également sur le parcours, les vécus et l'expérience de M. Diallo. Vous allez bien, M. Diallo? En forme? Ah, ouais, je vais bien, alhamdoulilah. Ça, tu me lances, hein, tu me donnes beaucoup, tu consommes mon énergie. Mais ça va, alhamdoulilah. D'accord. On va continuer un peu. Donc, parlons de Timbe Madina. Vous étiez dans la sous-préfecture de Timbe Madina et d'après les informations, n'est-ce pas, l'activité principale de Timbe, de la sous-préfecture était la culture de pommes de terre. Alors, dites-nous comment se passait entre l'école et le champ, comment conciliez-vous ces deux vies qui étaient, je puis le dire, extrêmement différentes à 180 degrés. Comment conciliez-vous ces deux activités? Et parlez-nous un peu sur la même lancée de votre entrepreneur, parce que je l'avais souligné tantôt que vous êtes non seulement un étudiant, également vous êtes un entrepreneur. Donc, vous exercez la culture de la pomme de terre du côté de Tembe Madina. Donc, la première question, c'est de savoir comment vous avez su concilier cette vie d'élève et d'entrepreneur et également comment ça se passe aujourd'hui avec la culture de pomme de terre. D'accord, merci encore pour cette belle question. Bon, vous savez, quand vous êtes issu d'une famille modeste, il y a des situations qui obligent. Bien étant brillant à l'école, vous êtes obligé de suivre l'activité extrascolaire parce que c'est grâce à elle que vous serez sur un banc le mois prochain pour ne pas être envoyé. Donc, du coup, moi, mon grand-père
maternelle, c'était un grand cultivateur, que ce soit le riz, le fonio, la pomme de terre. On l'a même surnommé Elage Pompiteri, c'était son nom, Aladji Pompiteri. Donc, il y avait de l'activité extrascolaire. C'était comme une obligation familiale à rendre parce que tu manges là-bas, tu dors là-bas. Donc, on n'avait pas trop le choix. Donc, après les cours, surtout les week-ends, et ça, c'est particulièrement quand on était au collège parce qu'on avait maintenant un peu de force de travail à vendre à donner à la famille. Donc, avec le collège, on ne partait pas les soirs à l'école. Des fois, on sortait 12 heures, au pire 14 heures. Donc, on ne partait que 2 fois les mercredis et les vendredis, mais 2 fois, on ne partait même pas. Donc, du coup, après cette activité, on les trouvait au champ, mon cousin et moi, la famille en général. On travaillait avec eux et cela ne nous avait pas empêché d'être assidus, ponctuels et d'être toujours brillants à l'école. Parce que ce soit mon cousin et moi, on a toujours été brillants. Je me rappelle, il y a des résultats où on l'appelle premier, on m'appelle encore premier parce qu'il m'avait déplacé d'une classe parce que moi, j'avais rétrogradé. Donc, on travaillait, on partait au champ. Deux fois, on a même surveillé un champ de riz, lui et moi. On a surveillé ça pour mon grand-père. Donc, on arrivait voilà, effectivement. à concilier. Effectivement, excusez-moi, voilà, c'était ça l'honneur même de la question. Malgré que vous vous rendiez au sang, vous étiez toujours parmi les meilleurs. Expliquez-nous comment ça se passe, comment vous avez fait en sorte de maintenir le cap. Quel Bah, était bah, le planning? bah voilà, déjà d'abord, comme je l'ai dit, nous tous, nous avons une intelligence. Il faut savoir comment l'utiliser et l'exploiter. Tout être intelligent. Et la chance dont j'ai dit que je dois à ce monsieur Bachir, le fait qu'il m'a ramené sur cette lancée d'être brillant déjà, avec un bon résultat impeccable que je fais à l'examen. Quand je suis arrivé au collège, je n'ai pas repris la 7e année parce que j'ai été déjà admis, j'ai repris automatiquement la 8e année. Donc, j'avais moins ce sens de compréhension. Je comprenais les cours à l'école. Parce que même mes amis, c'est-à-dire tant que moi je ne comprends pas les cours, je ne blague pas dans un cours. Pour ceux qui me comprennent, pour ceux qui me connaissent, pardon. C'est-à-dire tant que tu me vois serein dans le cours, sache que je n'ai pas compris. Et je ne laissais pas le prof passer tant que je n'ai pas compris. Ou bien même si je le laissais passer, à la récréation, je le trouvais pour qu'il me fasse comprendre cette partie. Parce que je savais que je n'ai pas le même temps de récupération, ni le même temps de révision que mes autres coéquipiers, que mes autres collègues. Les amis de Donc, classe. mon objectif, mes amis de classe. Donc, notre priorité, mon cousin et moi, c'était de comprendre les cours en classe. Maintenant, on arrivait à concilier. Ce n'était pas comme si on était dans l'obligation, c'est-à-dire si on ne partait pas au champ, on allait nous chasser de la famille. Non, parce que ce sont eux qui nous ont mis à l'école. Parce que mon grand-père, après la mort de mon papa, vu que la famille partenaire, il y avait un peu de trucs, c'est lui qui a repris en cours ma scolarité. Donc, c'est lui qui paie notre scolarité. Donc, on avait un peu ce sentiment d'obligation. Mais le premier que c'est quoi? C'est que j'ai dit, il faut une planification en tout. Parce que moi, déjà, il faut d'abord connaître tes atouts, tes forces et tes faiblesses. C'est très important. Et aussi, il faut contextualiser ta situation. Parce que nous, on savait qu'on n'avait pas le même temps de révision que nos amis. Donc, on se battait à comprendre tout au cours là-bas. Et à l'approche des examens, notre grand-père, il nous libérait, on révisait. Et maintenant, pour la révision, moi, certainement, je ne sais pas si c'est la formation que j'avais eue avec M. Bachir au primaire, je trouvais les choses un peu plus faciles pour moi. Parce que j'ai même étudié avec vous, même pendant les révisions, vous remarquez, j'ai cette capacité, cette chance que Dieu m'a donnée d'assimiler rapidement les choses et de les résumer de moi-même. C'est ça mon atout. Quand le professeur expliquait, j'essayais de résumer avec mes propres phases. Parce que moi, quand par exemple, me donnait par exemple, un cours d'histoire, disons, d'histoire par exemple, je regarde l'idée générale en fait. Ça, c'est depuis le collège. Je regardais l'idée générale de la leçon. Et quand je prends l'idée générale de la leçon, j'essaie de faire moi-même mon propre résumé avec mes propres phrases. C'est-à-dire, et j'ai eu aussi la chance d'avoir des professeurs qui n'aiment pas « rends-moi ce que je t'ai donné ». C'est-à-dire réciter tel qu'ils t'ont donné la leçon. Donc, l'importance dans cela, bien qu'on allait au champ, mais cela ne nous empêchait pas de pouvoir aller à l'école.
étions-nous plus intelligents? Ça, je ne le sais pas, c'est un don de Dieu. Mais ce qui est sûr, malgré que c'est la compréhension facile que j'avais, mais je révisais aussi. Mais moi, je révisais toujours à l'approche des examens. Pourquoi? Parce que je vous connais pour ça. Hein? Voilà, vous me connaissez pour ça. Mais pourquoi je n'aime pas donner ce conseil aux gens? Parce que je me connais. Je connais qui je suis. C'est-à-dire, j'ai pris le temps de me connaître moi-même, de connaître mon cerveau. Parce que quand j'apprends à l'approche de l'examen, mais avant que j'apprenne à l'approche de l'examen, ça trouve que j'ai déjà fait un travail en amont. Parce que j'ai déjà résumé ça. Ça ça. que vous avez déjà compris. La compréhension est là. Voilà. Et j'ai résumé encore par mes propres phrases. Donc, c'est juste revoir. Et je partais au champ. Mais le champ aussi, ce n'était pas comme c'était trop intense. Genre, on partait chaque jour. C'est quand on revenait de l'école, si on n'avait pas d'autres choses à faire, on ne pouvait pas rester assis à la maison, on partait au champ. Et aussi, le grand-père voulait nous initier, mon cousin et moi, parce que c'est là-bas, c'est là-bas cet amour de fraternité, c'est grâce à notre grand-père qu'on a eu cet amour de fraternité, parce qu'il nous a réunis comme ça. Donc, on partait au champ, on travaillait, on aidait les mamans. Moi, quand tu me vois prendre la daba, tu ne vas jamais dire que c'est le gars qui est premier à l'école. Hein. Tu ne peux pas y croire, au fait. Mais, comme je l'ai dit, quand vous voyez mon parcours de la Côte d'Ivoire jusqu'à Timbi, j'étais tellement toto. Et comment j'ai pu récupérer et maintenir ce stade? Parce qu'il m'avait dit un mot. Il m'a dit ça à l'examen, quand je faisais là. Il a dit le plus difficile, c'est de maintenir son niveau. Ce n'est pas de venir au sommet. Donc, je n'avais jamais oublié ça. Et il m'avait nourri de techniques d'apprentissage. De techniques d'apprentissage qu'il m'a vraiment nourri. C'est-à-dire à avoir cherché à comprendre le texte par tes propres phrases, avoir cherché à résumer le texte, chercher à comprendre l'idée générale et participer au cours. Donc, c'est les différentes techniques que j'arrivais à concilier. Et une fois à l'approche des examens, c'était juste une petite révision pour moi. Et aussi, alhamdoulilah, voilà, tout ça, la compréhension, c'est ce que Dieu a donné au fait. Mais aussi, avant cela, il y a eu un travail en amont parce que je n'ai pas changé de tête. J'étais par le passé, c'est-à-dire j'ai apporté de l'intérêt au fait, en résumé. Apporter de l'intérêt et pouvoir se planifier. Ok, donc, maintenant, ça, c'était la première question. Maintenant, la deuxième question, voilà, question. nous allons venir au niveau de la deuxième question, certainement. Voilà, la deuxième question était dans le cadre de l'entrepreneur, parce que si je comprends bien, au début, c'était déjà vous initier à ce qu'on appelle la culture de la pomme de terre, mais aujourd'hui, j'essaie d'ores et déjà que vous avez un pied dedans. Qu'en est-il aujourd'hui? Bon, si je parle de mon parcours de l'entrepreneuriat, c'est un truc de trébuchement, plus que même mon parcours scolaire. Plus que même mon parcours scolaire. On a le temps, hein, on a le temps. Donc, je pense que ça va beaucoup aider beaucoup de jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Voilà. Voilà, je vais Donc, me le permettre. vous avez le temps, mettez-vous à l'aise, vous pouvez nous expliquer, je pense que ça pourra aider les uns et les autres. D'accord, je vais me le permettre parce que quand les choses, c'est surtout le problème financier qui m'a lancé dans ça, il faut l'avouer. Le problème financier, quand j'ai perdu mon grand-père aussi, malheureusement, j'étais en 8e année, je pense. 8e année, on l'a perdu. Quand on l'a perdu, voilà, il n'y avait plus qui encore. Le sauveur encore était parti. Donc, il y avait personne. J'ai un frère du côté partenaire, je vais me retenir de dire son nom. Je l'ai appelé, je dis, ah frère, je dois étudier, voilà, j'ai un bon niveau, voilà, c'est rentré ici, je vais avoir des fournitures. J'ai juste commencé par les fournitures, hein, pas payer ma scolarité. Il m'a dit, d'accord, j'écris tout et tout. Jusque-là, je n'ai pas reçu même un crayon. Jusque-là. Donc, je me retiens. Donc, ma maman, on a frappé à beaucoup de portes parce que il n'y avait plus le choix. Maintenant, ma maman a dit, vu que elle, son papa, qui avait pitié d'elle, a accepté de moi me scolariser, en ce moment, moi, mes petits frères, parce que le grand-père ne pouvait pas nous prendre à 3 dans l'école privée. Donc, c'est moi seul. Ma maman a dit qu'il n'a qu'à moi m'aider. S'il m'aide, elle est sûre que moi, je pourrais prendre soin de mes petits frères. Donc, mes petits frères étaient dans l'école de mon village, une école publique. Donc, ce n'est pas trop mal aussi. Donc, ma maman m'a dit vraiment, salut, on n'a pas trouvé de solution. Il faut vraiment, vraiment que
comment je vais dire ça? Il faut vraiment que, voilà, on commence à aller, que tu partes à l'école. Que vous cherchez à vous en sortir vous-même. Non, que tu partes à l'école publique. Parce que j'étais trop jeune, au fait. Et elle avait qu'un petit commerce. Ok. Elle vendait le pain. Elle vendait le pain. C'était insuffisant, au fait. C'était largement insuffisant pour ma scolarité. Et maintenant, mon cousin, lui, vu que lui, il est de la famille, lui, c'est son papa, c'est-à-dire, lui, c'est le côté partenaire. Donc, il y a une obligation pour lui de continuer son paiement. Et moi, c'était le côté maternel. Donc, mes oncles maternels avaient pour lui l'obligation de payer lui sa scolarité. Parce que son père a eu pas. Qu'en est-il de vos oncles paternels à vous? Donc, ils ont catégoriquement refusé. Il y a des gens qui ont dit s'ils vont m'aider, c'est dans l'école publique, des choses comme ça. Mais ma maman, tellement qu'elle avait peur, parce qu'elle a vu l'école publique, il y avait que les gens fumaient la drogue, c'est parti ici, c'est rentré ici. Elle avait peur que mes démons du passé me récupèrent. Donc, du coup, elle a dit vraiment que elle n'est pas pour. Et un jour, l'ouverture est arrivée, j'ai pleuré toute la nuit. Je ne suis pas allé à l'école pendant 2 semaines. Et ça a trouvé que lorsqu'on faisait l'examen, le fondateur, M. Bachir Gueye, il a rendu l'âme. Lorsqu'on faisait nous l'examen, on n'avait même pas fait encore l'examen. Quand il a rendu l'âme, ils ont amené un de ses cousins, M. Fall, un Sénégalais. Lui, il est venu aussi. Il a été même plus que mon père, plus que M. Bachir Gueye. Donc, quand on est arrivé, j'ai perdu mon père. Mon grand-père aussi, les moyens, c'est partir. On est là, il vient 2 semaines, on ne voit pas salut à l'école. Je voulais attendre. Un mois, si ça n'allait pas, j'allais aller à l'école publique. Je n'avais pas le choix. Ma maman, c'était des prières toute la nuit. Et pourtant, je suis issu d'une famille riche. Que ce soit côté... Mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait, le paradoxe? Vous disiez tantôt que vous êtes issu d'une famille modeste et de l'autre côté, vous êtes issu d'une famille... C'est quoi le paradoxe? Quand je dis famille modeste, je parle de moi. Papa, maman, enfant. Quand je parle de famille riche, je parle élargie. De la famille élargie. Donc, qu'est-ce qui empêchait la famille élargie de vous aider? Jusqu'à présent, je me pose cette question, je ne sais pas pourquoi. Ils ne pouvaient pas dire que c'est parce que je n'étais pas intelligent. Ils ne pouvaient pas dire que c'est parce que je vais faire l'école missionnaire, ni rien. Ils ne pouvaient non plus dire que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ce sont eux seuls qui peuvent répondre pourquoi ils ne l'ont pas fait en ce moment. Donc, je suis resté 2 semaines sans aller à l'école. Monsieur Fall est venu avec un frère, Monsieur Koto Maouloud, que je ne vais jamais oublier de toute ma vie. Je tiens à le remercier. Lui, on s'était croisés, il a parlé avec ma maman. Lui, à ce moment, il était étudiant, président des étudiants dans l'école. Il était de mon village. Il avait déjà parlé avec ma maman. Maman a dit, je n'ai pas les moyens de continuer la scolarité de Saliou. Il est allé, il a parlé avec M. Fall. Ils sont venus, ils m'ont rendu visite. M. Fall m'a appelé, ma maman et moi, dans son bureau. On est venu, ma maman a posé le problème. Voilà, je ne peux pas continuer la scolarité de mon enfant. M. Fall a dit, cet enfant a fait la fierté de cette école. Donc, voilà ce que je vais proposer. Vous allez avec l'enfant. Tout ce que vous pouvez donner par mois, vous allez le donner. Il m'a donné des cahiers, la tenue, le sac, les livres. Aujourd'hui, j'ai eu des meilleurs amis. Personne ne sait cette histoire. J'ai étudié avec des gens jusqu'à j'ai eu le bac. Ils ne savent pas cette histoire. Il m'a dit que ça reste entre toi et moi. Mais vu que c'est une émission, aujourd'hui, c'est du passé, c'est moi le moment de le remercier. Donc, je suis rentré, ma maman vendait le pain. Elle vend 10 pains pour gagner un pain. Ça ne peut pas payer une scolarité. Ça ne paye pas une scolarité. Elle se levait à 4 heures du matin pour partir dans les fours, prendre le pain, venir déposer à la mosquée pour vendre. 10 pains pour avoir un pain.
Ça ne peut pas payer une scolarité, avec 3 enfants aussi. Absolument pas. Donc, du coup, j'ai continué. J'ai fait mes performances. Ça fait des mois, ma maman ne paye pas. M. Fall, il a dit, bah, toi, tu es l'enfant de l'école. Tu ne payeras plus jusqu'à ce que tu quittes l'école. Ma maman a pleuré devant. J'étais là, elle a pleuré. J'ai coulé des larmes. Elle dit, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu a entendu mes prières. Même les gens de la famille interne ne savent pas cela. Comment ça s'est passé entre eux, entre l'école, parce qu'ils avaient laissé tout dans sa main. Ça m'a encore reboosté de plus. Et j'ai étudié. Maintenant, c'est dans ça, à travers, quand je suis arrivé 10e année, 11e année, j'ai dit, je me suis dit avec ma mère, mes petits frères arrivent. S'ils restent dans cette école publique où le niveau est bas, si moi j'ai réussi et eux, ils ne sont pas positionnés, c'est comme si je n'ai pas réussi. J'ai dit, maman, on doit les amener à l'école, là où je suis. Mais, on ne va pas aller quémander cette fois-ci. Non. D'où Azermé, donc si je comprends bien, c'est de là que l'idée de l'entrepreneuriat Azermé. J'ai dit, on ne va pas aller demander. Ils nous ont aidés. Monsieur Fall, il nous a aidés. Il dit donc, on va se lancer. Dans ces petits commerces de pain, c'est dans ça qu'elle a fait son petit champ de pommes de terre. Après l'école, je prenais les arroseurs, je faisais irriguer. À 4 heures du matin, pour la motiver, je partais avec elle au four, on prenait le pain, on vient, on vend un peu jusqu'à l'heure de l'école, quand je pars à l'école. Je la faisais rire, au fait. Pourtant, tu me connais. Vous faisiez quelle classe à cette époque? Je faisais, je pense bien, je faisais la 9e année, 10e année comme ça. D'accord. Donc, j'essayais de la donner de la joie. De la force. Je parlais avec elle, je la faisais rire. Je prenais, jusqu'à ils l'ont surnommé dans le village la vendeuse de pain. Mais à un moment, ça la piquait, mais je lui ai dit, maman, on appelle quelqu'un par ce qu'il fait. C'est une fierté. Il dit, un jour, vous allez vous asseoir dans moi, ma maison, dans moi, ma voiture. Quelqu'un ne va pas venir taper. Quelqu'un ne va pas venir taper à votre porte disant, voilà, tu me dois, tu es redevable envers moi. J'ai dit, acceptons. Donc, je partais, je prenais le pain. Quand le pain restait, quand je reviens à l'école, il y a le pain qui reste. Parce que, tu sais, en Guinée, quand le pain reste, tu ne retournes pas au four. C'est toi qui perds. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui vend 10 pains pour avoir un pain. Tu prends 50 pains, 15 pains restent. C'est comme si toi-même, c'est-à-dire que tu dois même le boulanger, au fait. Déjà. Bien sûr. Donc, je prenais ces pains. Au retour de l'école, je mettais sur ma tête, je partais vendre encore. Maison à maison. Ouais. Je m'amusais, hein. Je partais dans les soirées, mais quand 4 heures revient, je pars au four. Je me croisais avec elle. Et j'ai pu agrandir. On a pu agrandir ce commerce et on a commencé à cultiver. J'ai pris mon petit frère, je l'ai enlevé de l'école publique, je l'ai amené à l'école primaire. Et lui, au début, il ne prenait que 2e, 3e aussi. Parce que j'étais là, je le coachais. On payait. Et encore là, M. Fall, s'il y a un défaut de paiement, il ne fait pas sortir l'enfant. Parce qu'il connaît, il connaît l'histoire, il connaît qui je suis. Ainsi de suite, jusqu'à ce que je suis allé à Conakry, quand j'ai eu mon bac. À ce moment, vous n'avez toujours pas commencé l'entrepreneuriat au niveau de la pomme de terre? Non, je travaillais dans elle, son champ, maman. C'était elle, son capital, au fait. Mais c'est moi qui travaillais. Parce que des fois, il n'y avait pas l'argent. C'est moi qui labourais le sol avec la daba. Je laboure, on vient, on frappe. C'est-à-dire, on faisait tout le nous-mêmes pour minimiser les coûts. D'accord. Donc, Maintenant, si vous voulez, on peut aborder le point de l'entrepreneuriat parce que tout a commencé de là. C'est là-bas que j'ai eu l'idée parce que j'ai compris que c'est sur moi que D'accord, allez-y. C'est sur moi que je peux compter, c'est sur moi que la famille compte. Je t'avais dit que mon cousin est à 1 année.
de moi pour arriver en classe. Donc, il a eu le bac avant moi. Donc, il était à Conakry, lui. Lui, il était chez son oncle maternel. Chez son oncle maternel, c'est là-bas, il mangeait, il faisait tout. Maintenant, j'ai eu le bac. J'étais premier de mon école. J'étais très bien premier de Mamou. Donc, j'ai eu mon bac. J'ai eu des appels de partout. Allô, félicitations des trucs. Les orientations sortent, je suis orienté à Conakry. Chez qui aller? Point d'interrogation. Tu appelles, vraiment, il n'y a pas de place. Vraiment, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. En ce moment, j'ai pris moi ma décision. Parce que pourquoi? Ma maman m'a dit, va trouver tes oncles paternels. Va les dire, tu as eu le bac, tu dois aller à Conakry. S'ils ne font rien, nous, on va faire quelque chose. Mais ce n'est pas parce que j'étais éduqué que je vais le sauter sur la décision. Tu vois le respect et la considération qu'elle donne jusqu'à présent. Je suis venu, je les ai trouvés. J'ai dit, je dois aller à Conakry. J'ai un de mes oncles partenaires, il a une maison à Conakry, sur le primo où je suis resté. Il a dit vraiment, il a vu les exemples des étudiants qui sont restés chez des gens, vraiment, ça n'a pas matché, des choses. Mais tu connais, des fois, il y a l'obligation et il y a le sentiment aussi. Si tu ne jettes pas ce petit, il y a cette question aussi. Parce que dès le début, ils ne se sont pas impliqués, mais ça a marché. Moi, c'est tout, je l'ai toujours répété, je n'en veux à personne. C'est Dieu qui m'a créé, c'est mon père et ma mère qui m'ont mis au monde. C'est à eux, moi, je peux pleurer sur eux. Je ne peux pas pleurer sur le papa de quelqu'un de m'aider. Mais après mon père, ce sont eux que j'ai. Donc, le gars qui est à la maison à Conakry, mon oncle, il a dit, d'accord, moi, je pourrais t'accueillir. J'ai 2 chambres et salon. Je pourrais rester chez moi. Mais, je ne peux pas prendre la garantie de te donner de la nourriture. Tu peux rester, tu ne payes pas le loyer, tu ne payes pas les factures d'électricité, mais je n'ai pas d'argent de transport pour te donner pour aller à l'école, ni d'assurer la ta nourriture. nourriture. J'ai dit d'accord. J'ai dit c'est ça. Il a pris 600 000. Il m'a donné. Le frère, même mère de mon papa, a pris 600 000. Il m'a donné 1 million. Dans les 600 000, c'est avec ça que j'ai fait toute ma licence. 1 200 000. Ça a été la première et la dernière fois qu'on a pris main en main. Parce que pourquoi? Ce n'est pas la première année, toute la licence. Toute la licence. C'est-à-dire, depuis j'ai pris les 1 200 000, c'est là-bas. Mon inscription à l'université, c'est fait. Mes fournitures se sont faites. Les habits, un étudiant, tu ne peux pas aller comme ça à l'université les mains vides, sans payer même un pantalon, un t-shirt ou une chaussure. Donc, c'est ces 1 million. Avec ça, mon transport pour Conakry aussi, c'est là-bas que c'est sorti. Je suis allé. Quand je suis arrivé à Conakry, j'ai dit à maman, elle n'a qu'à continuer l'agriculture parce que je l'avais beaucoup initié. Donc, elle a continué pour la scolarité des enfants. En ce moment, ma petite sœur, la dernière, elle était à l'école publique. Donc, en ce moment, je suis allé à Conakry. Je n'ai pas trouvé le bonheur. Hein. Le bonheur, ça se crée. C'est là-bas que je suis que le bonheur, ça se cherche. Je n'ai pas trouvé le bonheur. Je suis venu, j'ai trouvé un grand frère, c'est-à-dire le fils du gars qui avait la maison à Conakry, le frère de mon père. Je suis venu. Mon grand frère, lui, il est là, il a fait un master au Sénégal. Bah, il est un peu malade, il a un problème de santé, ça ne va pas trop. Il n'a pas le travail, il est là. Il y avait une de ses filles qui est mariée à un gars de Ningelande, mais ils sont à Solo Primo. C'est là-bas on partait manger. Donc, quand je suis venu, on m'a dit les règles. Tu connais les règles, c'est les règles. On prend le petit déjeuner jusqu'à 10h, le dîner 20h. Donc, voilà. Après ça, tu connais la suite. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. On est resté là, mais c'est un peu gênant à Conakry à chaque fois d'aller coquer pour manger. Au départ, alhamdoulilah, elle aussi, c'est selon ses moyens qu'elle avait. Bien que tout n'était pas rose, il faut l'avouer. On mangeait là-bas. Quand des fois, tu manges, tu n'es pas rassasié, tu ne peux pas dire que tu n'es pas rassasié. C'est ce qu'elle a à te donner, au fait. Donc, on buvait de l'eau, on partait.
deux fois, tu peux aller à 4 h du matin, tu sais, à Symphonia. Moi, le premier jour à Symphonia, je suis allé, j'ai fini de prier à la mosquée, je suis sorti, je suis allé habillé à la mosquée, j'ai fini, je suis sorti, je suis à la Symphonia, j'ai trouvé que la classe était à moitié. Moi, je quittais Coloma, solo primaire. C'est populaire. Donc, pour aller prendre le petit déjeuner, je dois me lever à 4 h. Maintenant, comment toi, tu peux aller réveiller quelqu'un qui n'est pas ton père, ta mère, pour boire un café là-bas à 4 h du matin? Ça, même s'il va accepter ça, c'est un jour, 2 jours. Le troisième jour, il va te dire la vérité. Et ça a été le cas. Donc, il y a les petites choses qui se passent. Tu sais, quand tu vis sur le toit de quelqu'un, il y a des petits détails qui se passent que je réserve pour moi. Donc, dont tu connais. Moi, tu me connais, je n'aime pas trop parler. Voilà. Donc, c'est des petits détails qui sont passés, dont j'ai consommé. Et voilà. Je suis venu, j'ai trouvé mon ami, mon cousin. Quand lui, il est venu, il avait fait une formation de photocopie à Cimenterie chez un vieux. Donc, son oncle lui a dit, toi aussi, il faut te développer. Parce que lui aussi, de côté de chez son oncle, il y a des petits soucis familiaux entre la femme de lui et son oncle, des choses. Ça n'allait pas, tout n'était pas rose. Donc, il devrait lui aussi se chercher. Donc, son oncle lui a boosté un peu d'argent. Il a acheté une photocopieuse, un petit coin d'Orange Money. C'est un couloir. Hein. Ce n'est pas plus grand que ça quand tu rentres. Un petit couloir comme ça. Ce n'est pas un magasin, c'est un couloir. Donc, quand il est venu, il a payé sa machine, il travaillait là-bas. Il faisait les photocopies Orange Money et des choses. Donc, lui, quand il venait, il a dit à son oncle qu'on mette son riz de midi et du soir en même temps pour que je puisse manger avec lui. C'est-à-dire, je ne pouvais pas aller manger midi et le soir là-bas. Ma ration n'est pas là-bas, en fait. Et le gars avait dit qu'il n'avait pas la capacité de moi m'accueillir. Donc, mon cousin sacrifiait lui son dîner. On amène tout à la fois et on mangeait ça. Et deux fois, c'est de son petit Orange Money là qu'il me donnait de l'argent pour payer mon transport. Mais à l'université, quand tu nous vois, alhamdoulilah, ça va, hein, ça va. On sourit, voilà, ça va. C'est la belle vie. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est dans ça on est allé. J'ai dit, Ibrahim m'a dit oui. J'ai dit, Ibrahim m'a dit oui. J'ai dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'on réfléchisse. Il m'a dit, qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit, on doit réfléchir. On a fait quoi? On a pris le truc. En ce moment, il y avait un truc qui était sorti à Conakry. Je ne sais pas si tu avais vu écho. Les anti-casse blindés, là. On met le liquide dessus et on met dans une machine. Il y a un grand de la Chine. Tu sais, mon cousin, il a ce tatou-là. Il a des relations. Là, quand tu causes avec lui, tu peux l'aimer. Ça, c'est quelqu'un de... Voilà. Donc, il a discuté avec un grand. La machine coûtait quelque chose de 1 million et 2 millions et quelques. Le grand nous a donné. À moitié crédit, quoi. Maintenant, on a fait des publicités. Je vais t'emmener cette vidéo. Je l'ai toujours dans ma galerie. Où il a mis l'antique à son téléphone. Il a tapé avec comme un marteau comme ça. Ça ne s'est pas cassé, au fait. J'ai dit, ah, ça c'est intéressant. Après, on gagnait des clients. C'était un, deux clients qui venaient. J'ai dit, Ibrahim, la machine, là, donne-la moi. Ici à Symphonia, on partait jeudi, vendredi, samedi à l'école. Lundi, mardi, mercredi, j'étais libre. J'ai pris cette machine. C'est là-bas tout a commencé. J'ai pris cette machine. Je suis allé en ville, à Kalo. Je suis rentré ministère par ministère, département par département, pour proposer mon service. Je suis allé même à la police maritime. Un jour, au département de la direction nationale du port autonome, je suis venu, le gardien, il ne m'a pas laissé entrer. Quand j'ai parlé, il y a un grand qui m'a vu. Quand j'ai parlé d'Atikas Bendé, j'ai monté la vidéo. Il a dit de faire pour lui. J'ai fait. Mais il m'a dit, il a pris mon numéro. Il a pris toutes mes informations. Il m'a dit, si ça se casse, il va m'enfermer. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est que Dieu faisant bien les choses, c'était le lundi, j'ai fait. Le mardi, je suis passé, il ne m'a pas vu. Parce que là-bas, on n'accepte pas que tu rentres comme ça dans les bureaux à Kaloum, toi-même, tu connais. Donc, le mercredi, je passe. Dieu faisant bien les choses, il était dehors. Il a dit, voilà, petit, viens ici, viens ici. De toute façon, j'ai eu peur. Je pensais que c'était la prison. Voilà, je pensais que son téléphone était cassé, mais Dieu m'a donné, je ne sais pas, ça c'est Dieu. Je n'ai pas fui, je pouvais fuir. Je n'ai pas fui. Je me dis, il a dit, non, petit, hier, mon fils a fait tomber de la terrasse jusqu'en bas, j'ai soulevé, ce n'était pas cassé. Non, c'est efficace ton produit. Il m'a fait rentrer bureau par bureau jusqu'à chez le directeur.
Et quand je blinde le téléphone, je lui ai dit 35 000, 100 000, il me donne 100 000. De ça, il me dit, tu es courageux, tu es un étudiant, des choses comme ça. Et il m'a donné des contacts dans les autres départements ministériels. Tu connais, c'est le réseau à Conakry. Donc, je suis allé dans ces départements ministériels aussi. J'ai fait même pas un mois, je suis sorti avec 6 millions de francs guinéens. Une machine qui coûtait moins de 2 millions. Mon cousin, il était ébahi. Avec ces 6 millions, même pas ces 6 millions ne finissent de rentrer. Il y avait des magasins qui avaient pris feu à Symphonia, T7, Carrefour. Je ne sais pas si tu avais pris mot quand tu étais à Conakry. Ça a trouvé que notre petit couloir aussi était dedans. Il a pris feu. Donc, on s'est assis, lui et moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on s'est assis, lui et moi. On a discuté. Je pense qu'il y a un souci de connexion du niveau de M. Diallo. M. Diallo, vous me recevez? Vous m'écoutez? Ça va? Oui, il y a eu un peu d'interruption là. Donc, vous disiez qu'il y a certains magasins qui avaient pris feu. Donc, Voilà. finalement, vous êtes assis avec votre cousin. Exactement. On n'avait Voilà. pas fait rentrer les 6 millions en jeu. J'ai dit, Ibrahim, voilà ce qu'on va faire. Quand tu quittes T7 pour descendre vers Tombolia, les trucs de Tombolia là-bas, je ne sais pas Tombolia ou quoi là, ou la pompe à chou, je ne maîtrise pas bien l'autoroute, on avait trouvé une petite place là-bas, un conteneur. On a repayé les machines, lui et moi, des machines qui ont brûlé, on a repayé. Son oncle encore nous avait boosté. Et on faisait des photocopies. J'ai dit, Ibrahim, les photocopies de 1000 francs, truc, on a mis notre argent 6 millions. Il n'y a pas d'argent, on ne gagne pas. Ça rend pas, ça ne fait parce que la scolarité de mon petit frère commençait à devenir au-delà de moi. Parce que plus tu un peu avances à plus l'école, élevé. plus la scolarité augmente. Et ma petite sœur aussi, c'était le moment aussi de elle l'enlever au public pour l'amener au privé. Sinon, elle va perdre totalement son niveau d'études. Voilà, maintenant, comment pour faire court, comment vous avez quitté de la photocopie pour l'entrepreneur au niveau de la pomme de terre? Voilà. Donc, du coup, on a pris, j'ai dit, moi, je vais agrandir le marché de photocopie. Je suis allé à Symphonia. J'ai trouvé mes professeurs. Je leur ai dit que moi, je suis. Et j'ai une imprimerie. Ils disent, mais toi, tu es ridicule. Comment toi, tu peux imprimer des brochures, 1000 brochures, 2000 brochures? Toi, tu as quelle machine? J'ai dit, j'en ai, je peux, je suis capable. Ils disent, bah non, nous, on a déjà nos imprimeurs. Tu connais à Symphonia déjà. Il y a déjà les imprimeurs, tout et tout comme Gamma. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, je dois proposer quelque chose de différent parce que je faisais déjà l'économie. Je dois mettre en avant l'utilité du consommateur. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, Ibrahim, allons, notre agent qui reste là, allons, chez ton vieux là, on lui donne de l'argent, il nous a donné une machine de 8 millions. Ça imprime tout propre, tout. Une grosse machine Samsung. J'ai pris la photo, les vidéos, je suis venu, j'ai trouvé mon professeur de microéconomie, je me rappelle, dans son bureau. J'ai dit, monsieur, voilà moi ma machine, voilà comment il imprime, j'ai fait des vidéos. J'ai dit, donnez-moi votre marché. Donnez-moi juste la clé et le fichier en électronique. J'imprime, je mets mes moyens, j'imprime, je vends et on partage 50-50. Il ne pouvait pas avoir ça quelque part. Parce que pour les autres, c'est lui qui donnait avance pour que les autres travaillent. Moi, j'ai dit, je mets mon argent, j'envoie les brochures, je vends pour vous aussi et on partage 50-50. Il n'a rien fait pour dire non. Il n'a mis ni d'argent ni d'effort parce que les autres travaillent avec avance et c'est lui qui vend encore pour lui. Donc, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas dire non. Il a accepté et c'est là-bas tout a marché. Quand j'ai fini avec Micro a dit à mon professeur de maths pour être rapide, le prof de mathématiques générales, ainsi de suite, et j'avais eu un grand marché à Symphonia. En première année, on m'appelait le vendeur de brochures dans ma promotion. Donc, c'est cet argent qu'on a pris, on est rentré à Timbi Madina. C'est commencé maintenant pour nous. Donc, c'est ainsi que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, vous avez vu, parce donc, que c'est important de mentionner le cheminement. Parce que vous avez vu combien d'obstacles qu'on a. Pourquoi j'ai mentionné cela? Oui, bien sûr, c'est extrêmement important. Ça montre la persévérance et la foi en ce que tu fais.
C'est pour cela que j'ai pris un peu de temps pour mentionner, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de là-bas, on est quitté de trucs. Maintenant, quand on partait, on faisait la plantation parce que moi, j'avais beaucoup plus de temps. Et ça a trouvé que moi, quand j'étais en deuxième année, mon cousin était en troisième année, lui finissait. Donc, c'est avec cet argent, on a fait notre petit champ que moi, je gérais au début. Et quand il a fini l'université, il a eu un stage en ville. Il a décliné le stage. Il a été deuxième de sa promotion Symphonia. Il a décliné. Vous voyez la foi, parce que avec tous les obstacles qu'on a eus, si c'était des gens, un stage en ville, ils allaient dire non, je préfère la garantie que de retourner au village. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 minutes qu'en est-il devenu aujourd'hui de cette, comment dirais-je, votre petite, s'il faut le dire, culture de pommes de terre, qu'en est-il devenu aujourd'hui? Ça s'est agrandi? Qu'est-ce qui s'est passé? En 2 minutes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on peut remercier le bon Dieu, alhamdoulilah, parce qu'aujourd'hui, on a su grandir, au fait. Malgré ça aussi, on a eu des échecs dans la pomme de terre. On s'est lancé dans la commercialisation. On avait perdu quelque chose on avait perdu quelque chose de plus de 36 millions à Conakry. Dans la commercialisation, on avait perdu quelque chose de 36 millions, mon cousin et moi. Quand je faisais, moi, la deuxième année, on était vendeur de pommes de terre. 36 millions. C'est pour ça que j'ai dit, quand je prends mon temps d'expliquer mon histoire, ça va prendre assez de temps. C'est pour ça, si tu... Malheureusement, voilà, l'émission, c'est une question de temps. Sinon, je pense qu'on va faire une édition spéciale pour ça, sur votre vie dans le cadre d'entrepreneuriat. Je pense que ça va beaucoup aider. Donc, nous sommes quittés de la vente de la pomme de terre aujourd'hui à l'agriculture. Aujourd'hui, ça va, parce qu'on est dans les dizaines d'hectares. On peut dire alhamdoulilah. Et aujourd'hui, toute la famille vit de ça, que ce soit moi ici en Turquie, que ce soit lui au pays, que ce soit la petite famille maintenant, ma petite soeur et tous sont à l'école primaire. Les mêmes aujourd'hui, cette année, je l'ai amené, parce qu'il voulait un peu dérailler, je l'ai amené à Pita, dans une école privée, là où tout est pris en charge. Il est là-bas, il dort là-bas, il fait le courant, l'informatique, tout. Si Dieu m'a permis de payer, c'est moi. Moi qui suis quitté de là où tu as vu. C'est grâce à ce qui est là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ma maman aussi, elle a laissé tomber. Bien que j'ai voulu qu'elle laisse le fait de ne pas vendre le pain, mais tu connais la maman, quand elle dit, c'est elle sa vie, ça. Donc, laisser ça comme ça, elle n'est pas encore prête. Donc, c'est un peu comme ça. C'est vraiment fascinant, votre histoire, et c'est vraiment inspirant. J'aimerais savoir, vous avez commencé de combien d'hectares à ce qui est devenu aujourd'hui à des dizaines d'hectares? Ça vaut même pas une moitié d'hectare. Ce sont des caisses, 2 caisses, 3 caisses comme ça. C'est-à-dire, tu prends un hectare, tu le divises peut-être par 5 ou voire même 6, 7. Une partie, on a fait pour un début. Ok, merci beaucoup. Je pense que cela mérite une édition spéciale. Hein. On va voir après, avec le temps, si on pourra, si vous aurez le temps, bien entendu, de nous offrir cette brillante expérience, parce que voilà, les gens méritent de le savoir. On va évoluer un peu. Et donc, après le baccalauréat, on va revenir un peu. Après le baccalauréat à Timi Madina, donc, Conakry. Et est-ce que vous avez une fois été à Conakry avant d'avoir le bac? Non, malheureusement, depuis que je suis venu en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas quitté Timbi. J'ai été une fois à Cancan quand j'ai eu mon BEPC en 2016. À part ça, je n'ai pas été à Conakry. Je ne connaissais pas Conakry. D'accord. Maintenant, lorsque vous étiez à Timbi Madina, vous avez certainement fait des idées sur Conakry. On parlait de la capitale. Voilà, de la lumière partout, des voitures et tout. Maintenant, lorsque vous êtes venu à Conakry, est-ce que, bon, au-delà même des idées que vous êtes faites sur Conakry, peut-être que les gens vous ont raconté, bien sûr, ce qui se passe là-bas. Une fois à Conakry, est-ce que c'était la même réalité ou bien vous avez été déçu? Est-ce que vous êtes dit en fin de compte, c'était mieux de rester à Timbi? Vous savez, quand tu es au Fouta, à l'intérieur, on te parle de Conakry, c'est la belle vie. C'est le rêve de tout Guinéen qui aime un peu de l'ambiance liée à des choses comme ça. D'après tout, il ne faut pas oublier mon passé. J'étais un grand danseur, j'aimais l'ambiance. Donc, ça aussi, ça ne peut pas quitter d'un coup. Même si je deviens un ministre, un jour, ça peut me piquer et puis je fais des pas et donc vous allez filmer ça comme ça. Donc, j'aimais Conakry.
et je m'attendais vraiment à ce que ça soit vraiment une opportunité, parce que ça a été aussi une opportunité, il faut le reconnaître, parce que les possibilités de pouvoir faire des choses à Conakry sont plus faciles que par rapport à l'intérieur. Donc, j'avais cette idée, parce que moi, déjà, j'aimais l'école, Dieu m'a aidé, j'ai eu des facilités à l'école. Maintenant, c'était comment assurer l'avenir de cette famille. Donc, je voyais plus le côté entrepreneuriat, le côté comment gagner de l'argent. Donc, je voyais Conakry comme une très grande opportunité pour moi. Bien que des gens, quelqu'un qui quitte directement de l'intérieur pour venir à Conakry, si tu ne fais pas attention à ton entourage, tu peux perdre tes empreintes. Donc, moi, quand je suis venu à Conakry, et je m'attendais déjà, parce que mon cousin, il avait été déjà à Conakry, il m'expliquait déjà les trucs de l'insertion, la jeunesse, les mouvements de la jeunesse et tout ce qui va avec. Donc, je m'étais déjà préparé personnellement. Sur le plan personnel, je m'étais déjà préparé. Mais quand je quittais aussi Timbi, ma maman aussi, bien qu'elle avait peur de mes démons du passé, elle m'avait procuré beaucoup de conseils. J'ai confiance en toi. Je ne suis plus là pour te surveiller. Je sais que tu sais de quoi j'attends de toi. Donc, avec ces genres de choses, bien sûr, je me suis amusé. Pour ceux qui me connaissent, je me suis amusé. J'ai lié études, boulot, petit boulot et amusement. C'est aussi important parce que je suis encore jeune, mais ça ne m'a pas permis de. Cela ne m'a pas empêché que j'ai mon objectif en vue. Donc, pour moi, Conakry, ça a été vraiment le déclic au fait qui m'a aidé vraiment à avancer dans l'atteinte de mes objectifs, que ce soit sur le plan académique, surtout sur le plan relationnel aussi. Parce que j'ai eu des contacts, j'ai eu des relations. Donc, pour moi, Conakry a été une opportunité, différemment d'autres qui ont pu perdre. D'accord. Voilà, vous savez, généralement, quand les gens viennent, ils se déplacent d'une sous-préfecture, d'un village à une grande ville, ou bien à la capitale, s'il faut dire ainsi, certains d'entre eux, moi j'en ai vécu, hein, ils perdent des niveaux. Est-ce que le fait de venir à Conakry a impacté vos études? Est-ce que ça a régressé, ou bien vous avez maintenu le cap, ou bien vous avez eu beaucoup plus de niveaux? Quel a été votre cas? Bon, moi, pour mon cas personnel, c'est en première année, j'ai baissé de niveau. Mais ce n'est pas l'impact de l'amusement, parce que moi, je n'avais pas droit à l'erreur, au fait. Donc, quelqu'un qui a la complication et les difficultés de pouvoir manger, il n'a pas le temps d'aller se balader à Kipé ou quel que ce soit pour ne pas réviser. Mais ça a impacté mon niveau à baisser à Conakry quand je faisais la licence 1. Pourquoi? Parce que je vendais des brochures. On me voyait à l'école que pour vendre les brochures. Donc, en première année, j'ai eu une moyenne. Comme je l'ai dit, je venais que pour les évaluations et j'avais cette technique. J'avais des amis qui me procuraient leurs notes, donc j'arrivais à résumer et je m'en sortais. Et je suis sorti avec une moyenne de 3,5 sur 4. Donc, en matière de niveau, j'ai baissé. J'ai baissé parce que j'ai appris de façon un peu bâclée. Maintenant, quand on a pu lancer maintenant le projet à Timbi Madina, j'ai pu récupérer encore. Je me suis croisé avec mon ami Mamadou Lamarana qui est en France aujourd'hui, qui m'a dit vraiment, petit, tu as du talent, j'aimerais que tu te concentres dans les études, je pense que tu peux percer. Parce que le peu de jours que je venais à l'école, quand ce soit macro, micro, il voyait mes interventions. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de venir chaque fois à l'école, tu vois ses interventions, donc ça a attiré son attention. Et en deuxième année, c'est lui qui m'a ramené encore dans les études. Je suis passé de 3,5 à 3,6. Et en troisième année, je suis passé de 3,6 à 3,8 sur 4. Donc, pour moi, je peux dire, c'est en première année juste que j'ai baissé le niveau. Et les gens avec lesquels j'ai étudié, ils peuvent vraiment certifier. À partir de la deuxième année, quand j'ai rencontré cet ami qui aime vraiment les études, malgré nos activités extrascolaires, il me poussait à réviser. Il venait à la maison, on révisait. Je partais chez lui, on révisait. Donc, ça m'a permis vraiment à maintenir le cap. Et je ne sortais pas beaucoup trop en soirée aussi à Conakry. D'accord, merci beaucoup. Le fait de venir à Conakry n'a traversé mon niveau qu'en première année parce que c'était pas parce que j'avais vu pour la première fois la lumière, les télévisions et tout, mais c'est parce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc j'étais un vendeur de brochures, ce qui a Mais fait j'étais que né j'ai en Côte baissé un peu d'Ivoire. de niveau. Je suis né en Côte d'Ivoire. La lumière et l'ambiance ne peut pas m'impacter. Donc, ce qui veut, en résumé, le fait de venir dans la capitale n'a pas
impacté négativement mon niveau. Donc, c'est par ces éléments de réponse que nous allons clôturer cette deuxième partie de notre émission. Il faut le rappeler, nous avons aujourd'hui comme invité de parcours M. Mamadou Saliou Diallo, qui, bien entendu, a quitté d'un élève voyou, il faut le dire ainsi, un élève très brillant, et également d'un footballeur à un entrepreneur, d'un entrepreneur. Bon, c'est beaucoup mélangé, hein, mais c'est vraiment inspirant. Et donc, nous vous donnons rendez-vous à tout à l'heure, dans quelques minutes, pour la troisième partie. Merci. Merci bien.